tout le monde. Alors moi aussi, je dois dire que je suis très content. Je vois quand même pas mal de têtes connues, mais il y en a pas mal de nouvelles. Qui n'est jamais venu à une réunion du groupe d'utilisateurs francophones? Ah ouais, quand même. Donc effectivement, on a à vue de nez plus de la moitié des gens qui sont jamais venus à notre groupe d'utilisateurs francophones des standards CDisc. Donc eh bien, bienvenue au nom de CDisc, dont j'ai l'honneur d'être le chairman of the board, donc le président du conseil d'administration. Je vais commencer cette journée en faisant un petit peu un retour sur l'année 2014. Alors vous excuserez le fait que dans une réunion francophone, les transparents sont en anglais. Mais bon, c'est un petit peu, ça fait beaucoup de travail de mettre ça, d'adapter ça en français. J'en profite pour dire un mot à ce sujet, parce qu'il y a Fabien Mogard qui est au premier rang et qui est le rédacteur d'une version française d'un nombre de standards CDisc que l'on peut trouver aussi sur le site et on vous montrera où les trouver. Donc il y a quand même aussi de la documentation francophone. Donc commençons cette journée en rappelant un petit peu l'organisation de CDisc. CDisc, c'est avant tout une organisation de volontaires. C'est pour ça que le plus gros cercle là-dedans, alors on m'a dit d'utiliser la souris, mais elle n'a pas l'air de faire grand-chose. Hein? C'est pas celle-là? Non, c'était pas ce que je voulais faire non plus. Bon, on fera pas de. Donc, si vous regardez là, donc le plus grand cercle, c'est le cercle des volontaires. Oui. Ah, d'accord. C'est pas la souris, c'est là. Donc, ce sont des centaines de volontaires qui, en fait, sont les vrais créateurs des standards CDisc. Et pour coordonner leur activité, dans une organisation qui a maintenant 18 ans, CDisc a été créé au départ en 1997. C'était un groupe de volontaires qui a fini par s'organiser en devenant une société immatriculée aux États-Unis, dans l'État du Massachusetts, en 99. Et à partir de ce moment-là, l'organisation a commencé à grandir et il a fallu l'organiser. Alors on a une équipe, hein, donc c'est ce qu'on appelle les CDisc Teams, que vous voyez ici. Donc ça, c'est les gens qui sont en fait employés par CDisc, et on verra un petit peu comment ils sont organisés. Ces personnes, c'est environ 25 personnes maintenant. Donc en 18 ans, on est passé de une personne qui était Becky Couch, qui est actuellement CEO de CDisc, jusqu'à 25 personnes à l'heure actuelle. On a une supervision donc du Board of Directors. En gros, c'est un groupe de personnes, une douzaine de personnes à l'heure actuelle, qui représentent différents parties prenantes de l'industrie, du monde académique et également de la FDA. Donc ça fait maintenant 10 ans que je fais partie du board de CDisc, et depuis, donc c'était ma première année en tant que chairman. L'an prochain, ça sera la deuxième. Pour expliquer un petit peu, le board élit un président pour 2 ans. On est d'abord président élu, puis on est président, puis on est ancien président. Et ces 3 présidents, donc l'actuel, celui d'avant et celui d'après, avec Becky Couch et Wayne Kubik, qui sont le CEO et le Chief Technology Officer, représentent le comité exécutif de CDisc. Donc juste pour que vous compreniez un petit peu comment on fonctionne. Donc c'est nous qui prenons les décisions en gros sur les grandes orientations budgétaires, développement, etc. Et puis, on a une organisation qui est maintenant globale. Donc, on a des comités de coordination dans différentes régions du monde. Alors, on en a en Europe. Ici, il y a plusieurs représentants aussi qui sont
sur le comité européen de Cdisc. Ces comités de coordination aident aussi à s'organiser vis-à-vis des autorités locales, vis-à-vis des groupes d'utilisateurs locaux. Donc, c'est ici que vous voyez les groupes d'utilisateurs comme celui-ci qui est le francophone, qui est le troisième en nombre de participants. Le deuxième plus grand, c'est le groupe allemand. Et le plus grand, c'est le groupe anglophone, qui en fait n'est pas seulement britannique, mais il y a beaucoup, tous les utilisateurs scandinaves participent aussi au groupe anglophone. Donc ça, c'est les réseaux. Ensuite, on a quelque chose qu'on appelle le Cdisc Advisory Council. En fait, ce sont les représentants, on pourrait appeler ça, c'est un peu l'assemblée des actionnaires. Ce sont les représentants de tous les membres platine, donc en gros, ceux qui donnent plus de 30 000 $ par an à Cdisc comme membership, 35 000 en 2005. Donc on a un certain nombre de sociétés. Depuis cette année, et c'est une grande nouveauté, la FDA, donc l'agence américaine du médicament, et la PMDA, qui est l'agence japonaise du médicament, sont devenus membres platine de Cdisc. Donc, ce qui donne aussi une idée de l'importance pour les gouvernements de l'organisation de Cdisc. Donc, les opérations, donc, c'est-à-dire les équipes de Cdisc, sont regroupées en deux équipes essentiellement. Une qui est sous la responsabilité de Wayne Cuby, qui sont les opérations techniques, tout ce qui est l'éducation, la formation aux standards, les projets de développement des axes thérapeutiques, tout ce qu'on appelle les standards fondationnels, c'est-à-dire les standards les plus anciens de Cdisc, ODM, SDTM, ADAM, Lab, CDASH, etc. Puis tout ce qui représente les nouveaux développements de Cdisc, comme la partie plus sémantique, le projet Share, le domaine d'information Bridge, et ainsi de suite. Et puis aussi le support informatique du consortium. À côté de ça, on a les opérations globales qui sont dirigées directement par Becky Couch et qui, elles, comprennent tous les aspects financiers, la communication, les alliances stratégiques, tout ce qui est le fundraising, c'est la recherche de fonds, enfin bon, ce qui permet de faire fonctionner Cdisc, et tout ce qui concerne aussi les relations avec les membres. Donc voilà un petit peu l'organisation générale. Et puis, pour mettre un petit peu des visages sur cette équipe, il faut savoir que depuis 2 ans, Cdisc a maintenant, enfin pour la 2e année consécutive, Cdisc a un bureau, alors qu'avant c'était une organisation complètement virtuelle, avec simplement des membres qui étaient un petit peu partout dans le monde. Ici, donc, c'est dans les bureaux de Cdisc à Austin, au Texas, qui se trouve être le lieu de résidence de Becky Couch, entre autres, et quelques autres membres de Cdisc, et qui a un avantage, c'est d'un point de vue ensoleillement et du point de vue financier aussi. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur Cdisc en tant qu'organisation, je vous invite bien sûr à aller regarder le site www.cdisc.org que vous connaissez sans doute tous. Il faut savoir que ce site a beaucoup évolué, il a changé complètement de design récemment, et il est beaucoup plus facile à utiliser, et j'espère aussi beaucoup plus informatif. Vous trouverez aussi des informations sur une étude, ce qu'on appelle le business case. C'est en général ce qui sert à convaincre votre management d'investir dans les standards Cdisc. C'est en fait ce qui explique un petit peu comment on peut économiser beaucoup d'argent et beaucoup de temps en mettant en œuvre les standards Cdisc. Il y a de plus en plus de vidéos. Si on fait Cdisc sur YouTube, vous verrez qu'il y a plein de présentations, de tutoriels, etc. Aussi de présentations. Je pense que celle-ci risque d'y terminer aussi.
Et puis, on a une équipe de communication qui produit assez souvent des publications pour la presse. Et on a un nouveau newsletter, une nouvelle newsletter que je vous invite à regarder. D'autre part, vous trouvez aussi sur le site le rapport annuel qui vous explique un petit peu ce qu'a fait l'organisation. Alors, le premier nous a pris, celui de 2013, ça prenait quand même un petit peu de temps pour le préparer, donc il est sorti en mai. On va essayer de faire celui de 2015 pour le mois de mars. Et donc, vous l'aurez avant la prochaine réunion européenne. Et puis, bien entendu, il y a les groupes aussi sur Facebook, sur Twitter et LinkedIn. LinkedIn où il y a le groupe des utilisateurs francophones, donc, et où vous trouvez toutes les informations qui nous concernent en tant que groupe francophone. Alors, quelques mots sur les objectifs stratégiques de Cdisc. On fait en général, on a une révision tous les ans, on fait un retour sur la stratégie de Cdisc. On se l'a fait pour 3 ans, donc par roulement. Donc à la fin 2014, on est en train de préparer un nouveau plan pour 2014-2016 sur lequel on va travailler lors de notre prochaine réunion au mois de février. Donc ça devrait sortir. Ici, juste un rappel. Ce sont des objectifs stratégiques dont je vais vous montrer comment on a pu les réaliser au cours de l'année 2014. La première chose, c'est on a un besoin de plus en plus important en éducation et en formation, du fait de l'utilisation de plus en plus large des standards par les autorités réglementaires. Alors ça, c'est côté pharma, bien sûr. La FDA, ce n'est un secret pour personne, va demander le standard Cdisc à partir de 2017, ça devrait être une obligation. Actuellement, c'est une recommandation. L'agence japonaise PMDA a annoncé aussi pour 2016 qu'ils vont exiger les standards Cdisc pour les soumissions réglementaires. On verra aussi que les Coréens, les Chinois y travaillent, et on a aussi une collaboration étroite avec l'EMA. On a eu une réunion récente avec le responsable de l'EMA qui a insisté sur le fait que dans leur mission de transparence vis-à-vis des données cliniques, ils comptaient aussi faire utiliser les standards Cdisc. Donc, tous ces standards de fondation qui sont utilisés par les autorités réglementaires, ce sont SDTM, ADAM, Define.xml. Ces standards, il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de les maîtriser. Donc on a beaucoup d'efforts pour trouver un petit peu partout des gens qui soient suffisamment expérimentés pour fournir une formation de qualité. Et en France, et dans l'environnement francophone, on a aussi un certain nombre de personnes qui sont autorisées à donner des formations au nom de Cdisc. Deuxième chose, et là je vais passer pas mal de temps dessus dans ma présentation, c'est le développement et le déploiement de nouveaux standards d'axe thérapeutique. Et je veux surtout vous expliquer à quoi ça sert, parce que c'est quelque chose qui est, je pense, un des objectifs majeurs de Cdisc. C'est vraiment des avances scientifiques pour les patients. Un troisième objectif, c'était, on travaille depuis la création de Cdisc à établir un lien entre le monde du soin et le monde de la recherche. Et je suis d'ailleurs très content de voir qu'ici, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la recherche publique, qui sont intégrés dans des hôpitaux, parce que c'est un monde qui était complètement ignorant de la partie recherche clinique, de la même manière que les gens travaillant en recherche clinique étaient ignorants du monde du soin. Et le fait qu'on arrive de plus en plus à intégrer ces deux mondes est un des buts de Cdisc depuis sa création.
Donc là, je pense que les efforts que l'on fait dans ce sens, on va continuer à travailler dessus. Martine Dougas, qui vous fera une présentation cet après-midi, est un professeur universitaire qui travaille à l'hôpital universitaire de Münster et qui est aussi dans un nombre de projets européens. C'est un des meilleurs exemples de cette intégration des standards CDISC dans la recherche hospitalière. Le quatrième objectif, c'est le développement de CDISC Share. Et là, je passerai aussi je passerai un moment à vous présenter quelques transparents là-dessus. Share, c'est ce qui va nous aider à gérer le développement exponentiel de nos standards dans les axes thérapeutiques. Pour éviter que ça parte un peu dans tous les sens, on est obligé d'avoir un outil plus efficace que ce qu'on avait jusqu'à présent, c'est-à-dire du PDF, des fichiers Excel et des fichiers Word. Et puis finalement, un objectif constant a été le développement à l'international avec des collaborations, beaucoup de collaborations académiques, beaucoup de collaborations avec les autorités de santé et avec beaucoup d'entreprises. Alors, si on regarde une de ces collaborations, elle est avec le Critical Path Institute. Le Critical Path Institute est un établissement public-privé aux États-Unis qui a été fondé sur une initiative de la Food and Drug Administration américaine en 2004. Ils ont sorti à cette époque un Critical Path document dans lequel ils décrivaient l'évolution que les agences réglementaires, que l'agence américaine devrait faire pour sortir d'un impasse, c'est-à-dire un impasse qui était le fait qu'il y avait de moins en moins de médicaments développés, que ça prenait de plus en plus de temps pour les développer, et que malgré tout, il y avait encore beaucoup de médicaments qui arrivaient sur le marché et qui devaient en être retirés pour des problèmes de tolérabilité quelques mois ou quelques années après. Donc pour essayer de détecter les problèmes éventuels en amont du développement, il y avait toute une série d'initiatives stratégiques qui ont été prises en 2004, et pour les mettre en œuvre, le Critical Path Institute a été créé. CDISC est associé avec le Critical Path Institute dans un certain nombre de projets, dont un qui s'appelle CAMD, Coalition Against Major Disease. Il se trouve que j'ai participé aussi à ce projet pour Sanofi, puisqu'on est une des sociétés qui ont fourni des bases de données. Ici, il s'agissait de la lutte contre l'Alzheimer. Et on a donc fourni toute la partie placebo de différentes études de phase 3 qu'on avait fait dans l'Alzheimer, qui ont été combinées à tout un tas d'autres bases de données. Donc vous voyez ici les participants à ce premier effort. Il y avait 7 sociétés qui ont donné des bases de données cliniques qui nous permettaient déjà de travailler sur une harmonisation des outils. Ici, vous voyez l'ADAS-Cog, qui est l'échelle utilisée pour mesurer l'Alzheimer, et on se rendait compte à quel point les sociétés employaient des versions différentes de cette échelle, ce qui entraîne obligatoirement aussi des déviations assez importantes dans la mesure et dans la prévision de l'évolution de l'Alzheimer. Eh bien, ceci, c'est ce qui a pu être amélioré grâce à ce projet collaboratif qui aboutit à la création d'un standard pour l'axe thérapeutique Alzheimer qui a été publié par CDISC récemment. Donc ça, c'est un exemple tout à fait concret d'à quoi servent ces axes thérapeutiques. Tout le développement de CDISC au départ, c'était sur tout ce qui concerne la safety, c'est-à-dire ce que vous recueillez dans tous les essais cliniques, c'est-à-dire la démographie, l'historique médical, les ECG, l'hématologie, la biologie de base, les effets indésirables, les médicaments concomitants. Tout ça, c'est ce qu'on recueille dans tous les essais cliniques. Ça ne donne d'informations
essentiellement que sur la safety du produit. Si on veut des informations sur l'efficacité, et c'est ce qui est de plus en plus important pour les agences réglementaires, pour la santé publique, on veut savoir aussi quel est le bénéfice-risque en termes d'efficacité, on veut savoir combien ça va coûter de soigner l'Alzheimer, de soigner le cancer, et donc on veut savoir quel traitement sera le plus approprié en termes de bénéfices pour le patient, mais aussi en termes de bénéfices pour la société. Et ces standards donc thérapeutiques, on est en train d'en développer tout un nombre. Un autre exemple, c'est le projet DataSphere. DataSphere est un projet qui a été lancé au travers d'un consortium qui était créé sous l'administration Bush à l'époque, qui s'appelait le CEO Roundtable on Cancer's Life Science Consortium, c'est un peu long. Le constat qui a abouti à la création de ce consortium, c'est que, à part quelques cancers bien spécifiques, on a fait très peu de progrès dans les 30 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, la survie au cancer du côlon était exactement la même qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose de terrible quand on pense aux milliards qui ont été investis dans cette recherche. Et à part quelques cancers spécifiques comme le cancer du sein ou les leucémies, on a eu quand même pas mal de progrès, mais sur des grands cancers comme le cancer du poumon, le cancer du côlon, etc., il n'y a pratiquement aucun progrès en survie. Et on se rend compte que une société, une institution de recherche n'a pas les moyens intellectuels, scientifiques, techniques, financiers pour avancer vraiment. Le seul moyen, c'est de mettre toutes nos connaissances en commun. Et pour mettre ces connaissances en commun, il faut des standards communs. Et le premier de ces standards, c'est, en particulier le cancer est certainement un des axes thérapeutiques les plus difficiles. D'abord parce que ça évolue extrêmement rapidement. Notre connaissance d'aujourd'hui par rapport à celle d'il y a 10 ans a quand même énormément évolué. On a besoin d'énormément de données génétiques, protéomiques, etc. pour réussir à appréhender le cancer. Et donc, on a créé un repository, une métabase de données, si on veut, dans lequel différentes entreprises et institutions de recherche vont publier leurs données d'essais cliniques et les mettre en commun. C'est quelque chose qui sera en accès public. On a déjà mis les premières bases de données à l'intérieur. C'est SAS qui ah oui, il ne travaille plus chez SAS maintenant, je suis désolé. Donc, ce repository nous pose bien sûr un certain nombre de problèmes, en particulier en termes de confidentialité. Donc on travaille beaucoup sur l'anonymisation des données cliniques pour pouvoir les rendre publiques. Donc être sûr que l'on ne va pas pouvoir réidentifier les patients une fois qu'on aura publié ces données. Mais en termes de standards, donc ce sont les standards C10 qui sont utilisés. Actuellement, on pense que plus on aura de données, plus on pourra aussi sauver de vies. Et donc on essaye de motiver le plus de sociétés possible à participer à cet effort. Donc à l'heure actuelle, on a effectivement je crois qu'on a des données qui viennent d'une bonne dizaine de sociétés à l'heure actuelle, et ça va augmenter, ainsi que du National Cancer Institute qui participe aussi. Un autre exemple, c'est un autre consortium qui travaille, lui, sur le Traumatic Brain Injury, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui peut me dire l'abréviation en français ou le nom en français? Hein? Les traumatismes crâniens, oui, merci. On finit par... Donc sur les traumatismes crâniens, et là encore, C10 a travaillé dessus. Un exemple récent, c'était l'épidémie Ebola. Cette épidémie s'est répandue très rapidement de l'Afrique aussi
a commencé à essaimer en Europe, aux États-Unis. Bon, on vit dans un monde globalisé, donc les gens bougent beaucoup et ils amènent évidemment leur virus avec eux. Et donc, pour être capable de contenir l'épidémie, c'était aussi extrêmement important que les chercheurs puissent échanger leurs informations. Et donc, on a un groupe à Oxford qui a mis en place un standard CDISC qui permettait d'échanger les données sur Ebola. Et ça a été fait extrêmement rapidement, ce qui montre que lorsqu'on a un besoin, on peut aussi développer un standard très vite. Donc, c'est le groupe de volontaires qui s'est formé très rapidement. Il a travaillé donc avec un chercheur de l'université du Cap en Afrique du Sud. Et ce qui est intéressant, c'est que ce chercheur avait participé à notre réunion à Paris au mois d'avril et avait eu son premier training, et c'est ce qui lui avait pratiquement donné l'idée et les moyens de développer ce standard CDISC qui a permis aux équipes de chercheurs d'échanger leurs résultats cette année. Un autre exemple de collaboration récente, c'est le consortium Transcelerate Biopharma, qui apporte des moyens. Ça, je parlais tout à l'heure de fundraising. Il faut trouver, si on a de plus en plus d'équipes de volontaires qui développent de plus en plus de standards, il faut bien entendu des gens pour les coordonner, il faut du matériel, il faut du temps, il y a des frais de télécommunication, de téléconférences, de voyages, etc. Tout ça, il faut le financer. Et Transcelerate permet de financer un certain nombre de développements d'axes thérapeutiques. Un mot pour rappeler ce que c'est que Transcelerate. Au départ, il y avait un groupe constitué par les responsables de la recherche-développement des 10 plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales qui se retrouvaient tous les ans dans un manoir anglais dans la petite ville de Hever. Et donc, il s'appelait The Hever Group. Et il y a quelques années, il y a 3 ans, ils s'étaient réunis pour réfléchir à l'amélioration du développement clinique de manière générale. Et parmi ces réflexions, à l'issue de leur réflexion, ils ont abouti à 5 initiatives stratégiques majeures pour améliorer le développement de médicaments. Alors, je ne veux pas vous les faire toutes parce que je ne me rappelle pas de tous les détails, mais l'une de ces 5 initiatives, c'était la mise en œuvre de standards de données cliniques pour renforcer, pour raccourcir les délais de développement et améliorer la qualité du développement. Il y a d'autres exemples, comme mettre en place, par exemple, un portail d'investigateurs qui permet de mettre en commun les qualifications des investigateurs. C'est un petit peu le principe qui a été développé dans l'industrie automobile, où tous les constructeurs automobiles ont en fait un portail où tous les fournisseurs en fait peuvent déposer leurs propositions. Les constructeurs postent leurs appels d'offres et ils reçoivent donc dans un environnement sécuriser les offres des différents fournisseurs. Un petit peu de la même manière, on a un portail dans lequel les investigateurs vont pouvoir, les sociétés sponsorisant les essais cliniques pourront faire pratiquement des appels d'offres et les investigateurs participer de cette manière. Donc ce sont un certain nombre de développements qui apportent surtout une concentration sur des objectifs précis et des grandes sociétés qui ont un certain nombre de moyens et les mettent à disposition donc du développement de ces axes thérapeutiques. Il est clair que Transcelerate a dans un premier temps intérêt à développer les standards qui intéressent les membres de Transcelerate, qui ne sont pas obligatoirement les mêmes que ceux que voudrait la FDA ou l'EMA, etc. Donc il y a un arbitrage qui se fait entre les différents membres. Et le diabète, par exemple, est un des standards qui va sortir le plus rapidement parce que les membres de Transcelerate, plusieurs d'entre eux travaillent évidemment sur le diabète.
Euh, un autre exemple de collaboration, c'est IMI, the Innovative Medicine Initiative. Donc ça, c'est une entreprise, une, euh, une initiative, pardon, européenne qui est aussi public-privé. Pour rappel, IMI, c'est un projet de recherche qui est financé pour 1 milliard d'euros par la Commission européenne et pour 1 milliard d'euros par l'industrie pharmaceutique européenne. Donc on a en gros des projets qui sont proposés par l'industrie pharmaceutique à des partenaires du public et des petites entreprises. Donc on a en gros 3 groupes de participants. Les industries pharmaceutiques, les hôpitaux universitaires ou les universités de manière générale, et puis des petites et moyennes entreprises, surtout des SS2I, qui vont participer à ces projets européens. CEDISC fournit des standards. On a ce qu'on appelle un Memorandum of Understanding entre CEDISC et IMI pour fournir des standards à l'ensemble des projets IMI. Normalement, quand vous voulez avoir accès à toutes les ressources de CEDISC, il faut être membre. Et donc, ici, CEDISC a passé un accord pour que les projets IMI puissent avoir accès à toutes ces ressources. Si on a bien entendu derrière la tête l'idée de faciliter tout ce qui est partage de données cliniques. Et vous pouvez trouver un article à ce sujet écrit par Becky Couch, donc présidente CEO de CEDISC, et Michel Goldman, qui est le directeur de IMI. Je vous engage à lire, c'est un petit article que vous pouvez retrouver dans le New England Journal of Medicine. CEDISC participe à la plateforme ITRIX. ITRIX, c'est une plateforme de médecine translationnelle qui est utilisée par un certain nombre de projets. Donc on trouve en oncologie, tout ça c'est des projets IMI, le projet Oncotrack, le projet PREDECT, le projet Quick Concept qui travaille sur le cancer du côlon, de la prostate, le cancer du sein et le cancer du poumon. On a d'autres qui sont en particulier en collaboration avec l'Agence européenne du médicament qui conservent plus la sécurité du médicament. Les projets Abirisk et BioVacSafe qui concernent l'un la sclérose en plaques et l'autre les vaccins. On a un projet qui s'appelle PredictTB, dans lequel j'étais aussi impliqué, qui concerne la montée en puissance de la tuberculose et donc son traitement. Pour ceux qui ne sont pas familiers, la tuberculose, c'est quelque chose qu'on croyait presque disparu, qui est en train de remonter en puissance non seulement dans les pays en développement, mais dans des pays comme la Russie et de plus en plus en Europe et aux États-Unis aussi. La tuberculose, c'est très difficile à traiter. On a un problème de plus en plus important de résistance aux antibiotiques contre la tuberculose. Donc il faut être en mesure de mettre en commun les données de plusieurs entreprises pour essayer de trouver le bon cocktail de médicaments. En 2 mots, dans le projet PredictTB et le projet CPT1, il y a 9 entreprises pharmaceutiques qui produisent des produits, des anti-infectieux contre la tuberculose. Il n'y en a aucun qui marche tout seul. Donc il faut être capable de le combiner avec 2, 3, 4 autres produits. Et si on veut faire ça dans un processus de développement normal, ça voudrait dire qu'on développe un produit, ça prend 10 ans, puis on développe un deuxième, et puis on développe la combinaison. Donc on peut se retrouver à 20-30 ans de développement avant d'avoir un résultat final. Alors que si on met toutes les données en commun et qu'on échange ces données dès le départ, qu'on teste ces différentes combinaisons avant qu'elles soient sur le marché, ce qui n'est pas courant, hein, quand 2 entreprises pharmaceutiques, en général, elles n'échangent pas leurs données de développement avant d'avoir mis le produit sur le marché. Et là, c'est en fait ce qu'on est en train de faire, c'est justement de tester différentes combinaisons de produits pour réussir à réduire la durée de traitement de la tuberculose de moitié en 6 ans.
6 ans, c'est rien par rapport à un développement normal. Donc ça, c'est un projet qui me tient assez à cœur et où on a le projet européen et le projet CPTR américain qui travaillent ensemble. Et puis finalement, il y a le projet sur l'arthrite rhumatoïde, RAMAP, et le projet Yuba-Upred dans l'asthme, qui sont aussi des projets auxquels Cdisc est impliqué. Donc vous voyez tout un tas d'axes thérapeutiques où les développements de Cdisc ont un impact direct sur la lutte contre ces différentes maladies. Finalement, j'aimerais montrer ce thermomètre parce que beaucoup de gens ont dit, on a fait l'effet de beaucoup de critiques sur la lenteur de développement de ces standards d'axe thérapeutique. Beaucoup de critiques, alors que si on demande, ça c'est le Dr Fitzmartin qui est un des directeurs de la FDA et qui participe justement à ce développement, qui disait que de son point de vue, on est déjà à 60% d'accomplissement du développement. Au départ, c'était 58 axes thérapeutiques, des standards pour 58 axes thérapeutiques qui se développent en collaboration avec des associations médicales, avec des groupes de spécialistes d'entreprises variées. Et là, au bout de un peu moins de 3 ans, on est à 60% de ce qu'on voulait atteindre. Donc ce qu'on voulait faire, c'était au départ ce qu'ils appelaient 55 in 5, 55 axes thérapeutiques en 5 ans. On est en train de réussir mieux que ça. Donc le seul problème, c'est que, comme dans tous les projets, la phase de préparation est extrêmement importante, mais pendant cette phase de préparation, on ne voit aucun résultat. Les résultats, ils commencent à sortir au bout d'un moment. Je me rappelle toujours quand j'ai fait ma formation de manager de projet dans les années 90, j'avais été dans un groupe où il y avait un gars qui travaillait pour BP. Et on l'avait renvoyé en formation de management de projet parce qu'il avait un projet très particulier qui était de déplacer 3 sites de BP dans la région de Londres vers un nouveau site. Donc 3 sites avec 3 centres de calcul, 3000 personnes, etc. Et le déménagement devait se faire en un week-end. C'est-à-dire qu'en un week-end, vous avez 3 sites qui fonctionnent à plein pot le vendredi, ils arrêtent, et le lundi matin, ils doivent redémarrer à 9 h dans un nouveau site qui est situé à l'heure dans Londres. Donc ce travail, c'était 6 mois de préparation où on ne voit rien. Personne ne bouge pendant ces 6 mois. Et puis le week-end dit, il y a 3 sites qui se vident et un qui se remplit. Et les systèmes informatiques sont descendus dans 3 sites et ils sont remontés dans un autre. Ici, on a une situation qui est un petit peu la même. Mettre en place l'organisation pour développer un axe thérapeutique, ça veut dire aller chercher les bons spécialistes, le bon chef de projet, les volontaires qui vont travailler, mettre tout ça en place, avoir des user requirements qui soient précis, des étapes de validation, etc. Entre ce moment-là et le moment où ça sort, évidemment, il se passe des mois et des années. Par contre, une fois que la chaîne commence à débiter, les standards commencent à sortir. Et vous allez voir d'ailleurs qu'il y en a beaucoup qui seront annoncés, qui ont été annoncés cette année. On a un développement qui est aussi très marqué par le développement en Asie. En particulier, donc l'agence japonaise a annoncé l'an dernier son intention de réclamer des standards Cdisc pour 2016. Il faut savoir que c'est un changement radical. Jusqu'à présent, il n'y avait que l'agence américaine qui demandait les données des essais cliniques, enfin les données brutes des essais cliniques et les données d'analyse. Maintenant, les Japonais s'y mettent, ce qui veut dire pour eux d'apprendre aussi, de mettre en place l'infrastructure dans leur propre organisation. Et toutes les sociétés japonaises aussi, mais pas seulement celles-là, toutes celles qui veulent vendre des médicaments au Japon, deuxième marché pharmaceutique mondial, vont devoir passer par les fourches codines de PMDA et donc des standards Cdisc. Ces deux agences sont maintenant membres platine, ça veut dire qu'ils ont
ils ont voulu montrer que l'engagement vers les standards CDISC était durable et qu'il faisait aussi quelque chose de point de vue financier. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Je suis content de pouvoir parler de Danone parce qu'on a des représentants d'aujourd'hui qui étaient aussi un nouveau sponsor et qui vont nous aider à développer des standards dans la nutrition. Et puis, c'était aussi cette année qu'on a eu notre 350e membre du consortium CDISC, donc Hitachi Ins Pharma Limited. En Chine, beaucoup de développement aussi. Là, on est encore à la phase de... C'est un peu encore le round d'observation. La Chine, qui suit de manière très, très attentive les développements aux États-Unis et au Japon, on a établi un Clinical Trial Standard, Data Standard Steering Committee, qui est un comité qui est co-lidé par le responsable du CDISC Coordinating Committee en Chine, Ji Baozhang, et puis la FDA chinoise, donc l'agence réglementaire chinoise. Donc on est en train de développer aussi avec l'agence chinoise des standards. Alors là, il faut se rendre compte qu'en Chine comme au Japon, ici je peux me permettre de vous présenter des slides en anglais. Tout le monde arrive à peu près à suivre. En Chine et au Japon, il faut absolument traduire le standard. Et ça, c'est quand même un aspect important qu'on n'a pas eu de la même manière. La NSM en France, ils acceptent des documents en anglais. La PMDA et l'agence chinoise, non. Il leur faut des documents en chinois ou en japonais. Donc on a aussi un challenge supplémentaire, ce qui implique d'avoir une organisation locale importante avec des gens de qualité. Donc on a une équipe, un comité de coordination chinois qui nous aide à mettre ça en place. Donc on va voir, je vais vous parler, donc CFAST porte bien son nom, donc c'est le projet de développement de tous ces standards d'axe thérapeutique. Je vais vous parler un petit peu plus de Share dans une minute. On a beaucoup de développement au niveau de l'éducation. On peut montrer de manière quantifiée la valeur des standards que l'on met en place dès l'initiation de l'étude, la valeur de Share aussi pour établir un lien entre le monde du soin et le monde de la recherche. Et puis, on a toujours beaucoup de travail à faire dans la communication de tous ces efforts. Alors, avant de passer à Share, justement, on va parler de data sharing, donc d'échange de données. Il y a, au départ, il y a eu plusieurs initiatives qui ont constaté que les données des essais cliniques étaient très peu publiées, et surtout quand elles avaient des résultats négatifs. Ce qui n'est pas complètement illogique. Peu de gens aiment présenter les produits qui n'ont pas marché. Donc, c'est un problème de santé publique, évidemment, puisque ne montrer que la moitié des résultats qui sont favorables montre une vue extrêmement biaisée des choses. Ce qui peut entraîner d'ailleurs des problèmes assez dramatiques, puisque ça amène éventuellement à mettre des produits sur le marché qui sont qu'on est obligé de retirer ensuite. Donc, il est vraiment important de passer à une nouvelle étape qui est l'étape de la transparence, c'est-à-dire mettre les données des essais cliniques à la disposition de tous les chercheurs, mais lorsque l'Agence européenne du médicament a, il y a 2 ans, fait part de son intention de publier ces données d'essais cliniques, il y a eu immédiatement une levée de bouclier assez importante, et qui ne vient pas toujours de l'endroit que l'on imagine.
La Commission européenne a beaucoup freiné parce qu'ils y voyaient éventuellement des entraves à la liberté du commerce ou à la protection de la propriété intellectuelle. Pas mal d'associations aussi et de groupes de la société civile qui craignaient que les données des patients soient livrées au public, donc pratiquement les dossiers médicaux de personnes puissent devenir publics, ce qui évidemment pose un problème de protection des données personnelles et donc de protection de la vie privée de ces patients. Donc il y a eu quand même beaucoup de réactions négatives au départ à cette proposition. Malgré tout, on est arrivé à un consensus déjà pour dire que déjà les documentations des essais cliniques, et en particulier les rapports d'essais cliniques, ne contiennent pratiquement pas d'informations commerciales confidentielles. Et donc reste à résoudre le problème de l'anonymisation des données. Ça, c'est un travail dans mon boulot qui est... je suis passé de la recherche clinique à la protection des données personnelles il y a 2 ans. Et dans ce travail, je dois dire qu'on a encore beaucoup de progrès à faire parce que protéger les données des essais cliniques, ce n'est pas quelque chose de trivial, dans la mesure où anonymiser les données implique de modifier ces données et de les modifier des fois de manière à ce que l'on ne puisse même plus reproduire les résultats des analyses d'origine. Donc il y a des nouvelles méthodologies à trouver. La semaine dernière, j'étais aux États-Unis où je participais à un workshop sur l'anonymisation de ces données cliniques. On est en train de développer un certain nombre de méthodes. Demain, je vais à Londres, à l'EMA, justement, où on travaille à nouveau là-dessus. La réunion de demain, c'est sur l'EMA et dans un autre projet IMI où on va monitorer les réseaux sociaux pour essayer de détecter des événements indésirables. Évidemment, ça pose aussi des problèmes de confidentialité et de protection de la vie privée. Donc vous voyez, c'est un sujet qui va nous occuper encore pas mal de temps. Une chose positive dans les intentions de l'EMA, c'est que les standards, ils sont confiants sur le fait que ces données seront publiées. Pour l'instant, on publie que la guidance qui est sortie au mois d'octobre ne demande la publication que des rapports d'essais cliniques et qui sont, je dirais, censurés pour protéger les données confidentielles. Mais par contre, les données brutes des essais cliniques ne pourront être publiées que lorsque l'EMA sera confiante sur la valeur de l'anonymisation de ces données. Ça sera quand même publié au standard CDISC et ça fera partie de la guidance finale. Voilà, mais pour être capable de mettre en œuvre tous ces beaux standards, il faut avoir un outil qui soit suffisamment solide. Et cet outil, c'est l'outil CDISC Share. Alors, si on regarde un petit peu là où est-ce qu'on en est dans nos standards, et j'attaque le dernier quart d'heure là. Regardons, donc ça c'est un tableau des standards de base de CDISC. Donc vous voyez le standard protocole, les standards de saisie, CEDASH et LAB, les standards de stockage de données brutes, SDTM pour les humains et CENT pour les animaux, pour les données de toxicologie. Puis ADAM, tous les standards de données dérivées à but d'analyse. Ensuite, en dessous de ça, vous avez la couche d'échange avec SDM XML, ODM XML, Define XML, Dataset XML. Et puis, nous avons 2 types de standards, je dirais, sémantiques qui vont utiliser ces outils. C'est les standards Parax thérapeutiques et puis les standards d'échange entre le soin et la recherche. Et finalement, tous ces standards utilisent des bases sémantiques.
donc le glossaire CDISC, le domaine d'information bridge, la terminologie contrôlée et puis toutes les classifications. À l'heure actuelle, donc en 2014, voilà, je ne vais pas vous le lire, vous pouvez lire ici toutes les versions, les spécialistes apprécieront. On a aujourd'hui plusieurs présentations qui vont parler aussi de SDTM dans plus de détails, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc ça, c'est la production d'une année en SDTM, en SAND, ADAM, et puis de nouveaux drafts qui viennent de sortir et qui sont ouverts aux commentaires du public. Donc ça, c'est l'annonce qui a été publiée en ce 4e trimestre avec donc on en est à la version 3.3 du User Guide SDTM. Qui sera dans les clôtures des commentaires, c'est le 10 décembre, c'est-à-dire dans 2 jours. Si vous n'avez pas encore commenté, hein, dépêchez-vous. Ici, vous donnez une idée du plan technique de ces disques. C'est pas fait pour être lu, ça donne simplement une idée du nombre de projets qui tournent en parallèle. Et ça explique un petit peu aussi à quoi sont utilisés les membres de ces disques. Alors l'équipe dont vous avez vu les bobines tout à l'heure, il est clair que ce sont des chefs de projet, parce que derrière, on a les équipes de volontaires. Il me faut un chef de projet qui est payé par ces disques, et puis derrière, il y a un groupe de volontaires de 10, 15, 20, 50 personnes suivant les projets dont ils coordonnent le travail. Et voilà en particulier le travail en termes de standards d'axe thérapeutique. Donc ça, c'était la version que je n'ai pas mise à jour. C'était l'état de l'art en mai 2014. Donc on a eu un certain nombre de standards qui ont été publiés avant la mise en place du nouveau de la collaboration avec CFAST, de CIPAST pour créer CFAST, et puis la participation de Transcelerate. Donc avant 2013, on avait les standards Alzheimer, douleur, tuberculose, Parkinson, un peu de virologie, et puis le polycystic kidney disease. J'ai toujours du mal avec les abréviations et les termes français. Et puis, voici donc le plan pour 2014, 2015, 2016. Et on avance, on se tient à ce plan-là. Voilà ce qui a été publié donc en 2014. D'ailleurs, c'est pas upcoming, c'est déjà c'est sorti. L'hépatite C, la grippe, les études QT, la schizophrénie, ça vient juste de sortir. Donc, pour finir, on va regarder un petit peu donc le chemin critique pour 2014, donc le plan d'avancement technique. Ici, il est présenté donc en vous montrant la couche implémentation, donc les axes thérapeutiques. Ce sont des guides, les guides axes thérapeutiques, les questionnaires, ce qu'on appelle les interoperability kits, c'est ce qui va servir à mettre ces standards en œuvre dans un environnement hospitalier. La couche fonctionnelle avec SDTM, SAND, ADAM, SIDAGE, la couche sémantique avec la terminologie, le domaine d'information et le logiciel share, et puis la couche d'échange XML, RDF, etc. Donc, pour finir, notre Shared Health and Research Electronic Library, SHARE, c'est donc une base de données qui va permettre de développer, d'intégrer et d'accéder au standard CDISC en format électronique. C'est-à-dire qu'au lieu de télécharger un PDF ou un fichier Excel et ensuite de tout recopier dans vos standards, dans vos bases de données et vos metadata repositories dans vos sociétés ou à l'intérieur des hôpitaux, là, on vous propose quelque chose que l'on peut pouvoir télécharger et
télécharger sous forme de fichier XML et donc alimenter un metadata repository automatiquement. D'autre part, comme ça contient une couche sémantique, ça va permettre aussi de s'assurer que différentes équipes ont bien suivi la même terminologie, ont bien, non pas réinventé la roue, mais ont réutilisé des choses déjà existantes. La plus grande difficulté qu'il y a quand on a de plus en plus d'équipes, c'est de s'assurer qu'elles ne partent pas dans tous les sens. Donc, en utilisant un repositoire commun, c'est ce qu'on essaye d'obtenir. Donc, en gros, la Share, ça te permet de produire, on va dire, au niveau moléculaire. On a des éléments de données, des éléments de standards qui sont réutilisés et puis qui permettent de composer des modules de plus en plus élaborés. Hein, donc, Share est organisé en deux parties distinctes. Une dans laquelle ont accès uniquement les développeurs, c'est les gens qui développent les standards et qui les maintiennent. C'est la partie iShare. Et puis, il y a une partie eShare qui est I, c'est pour export et I pour interactive. C'est la partie qui sera disponible pour les utilisateurs qui vont télécharger le standard, par exemple télécharger un CRF complet, un ICRF sous format XML à partir des bonnes données. Donc je vais prendre ma page de démographie, etc. Enfin, c'est peut-être pas sous forme de page, mais je vais chercher tous les éléments, tous les data elements dont j'ai besoin pour faire mon étude ou bien pour faire mon plan de développement. Je peux avoir plusieurs niveaux. Je pourrais les télécharger directement dans iShare. Alors, la première version a été était quelque chose qui a mis en place la couche sémantique dans lequel on a par exemple les data éléments qui sont de type ISO 11179, utiliser toutes les définitions de bridge et les définitions ISO 21090 et les datasets HL7. Donc ça, c'est toute la base que vous allez retrouver aussi dans les systèmes d'information hospitaliers. iShare est donc une solution qui est localisée dans le cloud. C'est Amazon qui le host. Et puis, cette première version permettait d'explorer des fonctionnalités et de nous offrir une base de développement. Là-dedans, on a chargé tous les standards de base. Donc, on avait mis SDTM version 1.2, CDASH 1.1, Bridge 1.3.2, toutes les terminologies de ces disques. Et puis, on ajoute au fur et à mesure les nouveaux développements à l'intérieur de ce dépôt de données ou de métadonnées. Dans la première version qui a été démontrée au mois d'avril à la réunion européenne, on avait déjà tout ce qui était les outils d'exportation, ODM, des files XML, des CSV, des fichiers Excel. On avait mis en place tout ce qui est le contrôle de version, des workflows et du reporting. Donc, ici, on vous montre un peu le développement par phase donc, de l'outil. Donc 2014, comme on voit, c'est vraiment la première année où on a quelque chose que l'on peut toucher, que l'on peut tester dans la pratique et auquel on peut accéder au travers de eShare. Alors, il y a eu beaucoup de réactions, pas toujours très positives, sur le fait que seuls les membres platine avaient accès à la version initiale du pilote. Alors évidemment, comme je fais partie d'une boîte qui est membre platine, je dirais, bah oui, mais on paye beaucoup d'argent aussi, donc on a peut-être le droit de... Quand je vais vous dire à mon management qu'il faut encore payer 35 000 euros pour 35 000 dollars, pardon, pour ces disques, il me demande qu'est-ce qu'on a en retour. Donc ça fait partie des choses qu'on a en retour. Ceci dit, on est en train de travailler aussi à trouver des modèles qui soient suffisamment
accessible pour tous les membres de Cdisc et pas seulement les membres platine. Il faut bien se rendre compte que on a mis jusqu'à présent ce qu'on déployait, ça coûtait pas pratiquement de maintenance. Maintenant, on va avoir un metadata repository, ça veut dire qu'il y a physiquement, il y a des serveurs à payer, il y a du stockage d'informations, il y a des informaticiens qui travaillent dessus et qui veulent manger à la fin du mois. Donc on est obligé de trouver aussi un modèle de financement et c'est pas couvert par ce que l'on payait à Cdisc jusqu'à présent. Donc si vous avez des idées innovantes aussi sur la manière dont on peut financer ce genre de choses, je suis preneur. Donc on a une méthode de développement pour Share qui est incrémentelle. Et donc on va avoir de plus en plus de... il va pas y avoir de grandes explosions de nouveautés, mais c'est au fur et à mesure que les standards sortent, ils sont chargés d'enchères et ils sont mis à disposition. C'est aussi un outil qui va s'affiner et s'améliorer comme le bon vin au fil des ans. Est-ce qu'on a une présentation sur Share aujourd'hui? Il n'y en a pas, non? Il faudra faire ça la prochaine fois. Donc voilà un petit peu une vision de Share. Donc on a une grosse base de données qui contient tous les standards, avec des gens dans iShare qui sont responsables de sa maintenance, de sa gouvernance. Et puis en dessous de ça, on a une interface qui va permettre, donc qui est l'interface iShare, qui va permettre de charger des terminologies externes vers le dépôt de données, ou qui va permettre d'extraire, de télécharger des données vers les différents outils d'EDC, par exemple, vers des outils comme OpenCDisc et d'autres outils, vers des repositories externes, c'est-à-dire votre propre metadata repository. Donc c'est le but ultime de l'outil. Donc c'est un petit peu Cdisc qui se met à l'heure d'Internet, en passant, on va dire que c'est la version web 2.0 des standards Cdisc, dans le sens où on abandonne le PDF pour passer à un concept d'échange un petit peu plus moderne. Et je crois que c'était ma dernière slide, et il est 11h, donc j'ai tenu mon heure, et puis on a un quart d'heure pour discuter.